Le pivot est enfin arrivé. La Fed a décidé de couper ses taux d'intérêt de 0,5%. Ça a un petit peu surpris le marché, mais ça a été plutôt bien reçu jusqu'alors. On aura le temps d'en reparler lors de cette nouvelle revue de presse. Et comme toujours, on commencera par l'actualité du marché. On fera un point sur l'analyse psychologique et du sentiment du marché. On fera ensuite du coup ce point sur la macroéconomie. On parlera de ce pivot. On parlera aussi de récession. Et enfin, on terminera par des analyses graphiques. J'ai sélectionné une vingtaine d'altcoins qui sont vraiment intéressants à mes yeux. Donc avant de commencer, comme toujours, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ça aide au développement de la chaîne et je t'en serai reconnaissant. Allez, du coup, première actualité, on a BlackRock et Microsoft qui s'associent afin de lancer un fonds d'investissement de 30 milliards de dollars sur l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est hyper bullish pour l'IA. Ça pourrait du coup permettre de continuer dans cette narrative où l'IA va continuer à surperformer le marché. On voit actuellement qu'il y a quand même des bons tokens qui continuent à surperformer. Ce fonds d'investissement n'est pas du tout axé sur le côté crypto, mais vu que le côté crypto voit aussi une émergence de l'IA, il est possible que BlackRock et Microsoft se penchent vers des solutions axées crypto et IA. On en saura plus dans les semaines, les mois qui suivent. On a aussi un petit pays, le Bhoutan, qui accumule du Bitcoin depuis un moment. Donc c'est un petit pays en Asie du coup, qui se trouve dans l'Himalaya, d'après ce que nous disent Cointelegraph. Je ne connaissais pas très bien ce pays, mais en tout cas, ils auraient actuellement 13 000 BTC pour une hauteur de 780 millions de dollars. Ce qui est quand même assez dingue et qui montre aussi que Bitcoin est vraiment plébiscité par beaucoup de monde, notamment d'autres pays. Ce qui montre qu'après le Salvador, on a du coup un second pays qui se met à accumuler beaucoup de Bitcoin. Ça serait intéressant de voir un petit peu quelle est leur vision par rapport à ça, donc intéressant d'aller creuser si jamais ça t'intéresse. Au niveau des présidentielles, on a The Standard Chartered Bank qui nous dit que si Trump est élu, eh bien on pourrait voir un Bitcoin aller à 125 000 dollars et que peu importe qui est élu, on devrait voir un atterrage sur Bitcoin. Maintenant, à voir aussi également sur le côté macroéconomique comment ça se porte. Également, je pense que peu importe qui se fait élire, tant que la liquidité est injectée dans les marchés, eh bien on pourra voir un BTC qui surperforme. Toujours sur Trump, on peut voir qu'il a utilisé Bitcoin pour acheter un burger récemment. C'est quand même assez dingue de voir qu'un candidat à la présidentielle utilise Bitcoin pour acheter des burgers dans un magasin qui les accepte. Je trouve ça quand même fou de se dire qu'aujourd'hui on en est à ce niveau-là, sachant qu'on part d'assez loin. Également, on a quand même un président qui aussi est en train de lancer son application de finance décentralisée sur Ethereum qui promouvoit la tokenisation. Au côté de Trump, franchement, c'est quand même incroyable. On peut voir qu'il a fait aussi un interview avec Farok, un acteur assez important dans le côté Web3, NFT. Je n'ai pas eu l'occasion de regarder cette interview, mais c'est quand même assez intéressant de voir que Trump, malgré son âge, est quand même assez penché vers la nouvelle technologie, vers Bitcoin, et a très bien compris que les États-Unis ont une place à jouer dans cet écosystème et il ne veut pas le louper. Également, on a au niveau du Japon la Tokyo Electric Power qui utilise de l'énergie renouvelable pour miner du Bitcoin. C'est plutôt cool. On peut voir que même du coup des entreprises comme du coup ça serait un peu l'EDF chez nous, qui utilise du coup de l'énergie renouvelable pour miner du Bitcoin, alors que EDF n'a toujours pas compris l'intérêt de Bitcoin. C'est quand même assez dingue, ou alors peut-être qu'ils ont compris, mais il y a peut-être des conflits d'intérêts. En tout cas, intéressant de voir que à l'étranger, notamment au Japon, qui ont eux des problèmes avec leur monnaie, commencent à acquérir du Bitcoin grâce au minage. On a également la Louisiane, qui est un État américain et qui accepte aujourd'hui Bitcoin et les cryptos comme une forme de paiement. Donc là également c'est une méga avancée. C'est du coup le premier État qui accepte Bitcoin comme une forme de paiement, ainsi que d'autres cryptos. Donc franchement, on arrive dans cette adoption massive. Si les gens au fur et à mesure du temps doivent utiliser Bitcoin, peuvent utiliser Bitcoin dans leur quotidien, eh bien ça pourra être positif pour la suite. Également, ça pourra aussi montrer une marche à suivre pour les autres États qui verront que si la Louisiane s'en sort bien et voit des avancées, voient des bienfaits, et bien pourquoi pas les accepter dans d'autres États. On a également le Parlement anglais qui introduit une loi afin de reconnaître Bitcoin comme une propriété personnelle qui est totalement logique car Bitcoin est à mes yeux le premier objet digital que l'on peut posséder. Jusqu'à aujourd'hui, on ne pouvait posséder rien du tout. Tu ne possèdes pas ton arme sur Fortnite, tu ne possèdes pas tes joueurs de foot sur FIFA, tu ne possèdes pas tes photos sur Instagram. Mais par contre, Bitcoin, tu peux le posséder une fois qu'il est dans ta ledger. C'est le seul asset digital, c'est le seul objet digital que tu peux réellement posséder. Aujourd'hui, on a beaucoup d'autres. En tout cas, c'était le premier. On a également Michael Saylor qui fait du Michael Saylor et qui parle que BTC pourrait atteindre les 13 millions de dollars. Alors, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? En tout cas, pour atteindre ce niveau-là, il faudrait que le market cap de Bitcoin atteigne les 250 000 milliards de dollars, alors qu'aujourd'hui nous sommes à 1000 milliards, c'est-à-dire un fois 250. Dans quelles conditions cela est possible? Eh bien, il faudrait vraiment que les bitcoins soient acceptés dans le monde entier, que Bitcoin remplace notamment le dollar pour arriver à un niveau pareil, car tu peux le voir ici.
Là, on a une comparaison des market cap suivant les actifs. On peut voir que Bitcoin est à 1000 milliards, que l'or est à 17 000 milliards, l'art à 18 000 milliards, les stocks, donc les actions, à 110 000 milliards, la monnaie à 120 000 milliards, la dette est à 315 000 milliards et l'immobilier à 330 000 milliards. Donc Bitcoin se positionnerait du coup ici entre les deux à 250 000 milliards. Mais pour arriver à un niveau tel, il faudrait vraiment que BTC remplace par exemple le dollar, ou alors que vraiment le dollar soit vraiment dévalué pour atteindre un tel niveau. Mais ça voudrait dire que tout a changé et qu'on n'est plus dans la même économie. On a une hyperinflation, on est rentré dans un truc comme le Venezuela, l'Argentine. Quoi qu'il en soit, ce sont des sommes assez impossibles à imaginer. D'ici 20 ans, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et en tout cas, un BTC qui arrive à ce niveau-là, à mon sens, deviendrait la monnaie principale, au moins aux États-Unis, voire dans le monde entier. Allez, au niveau des performances de Bitcoin, l'année du halving, on peut voir que le mois d'octobre, novembre, décembre a toujours été positif, le mois de halving. Donc là, on a 2016, on a été positif. 2020, on a été positif. Et 2024, on est en train d'y arriver. Est-ce qu'on sera positif? En tout cas, pour l'instant, là où on en est, si on termine le mois aujourd'hui, BTC est positif en septembre, alors que c'était censé être un mois négatif. Comme je vous le disais lors de la dernière revue de presse, lorsque tout le monde parle de même scénario, eh bien en fait souvent il ne se produit pas. Également, c'est possible que tout le monde pense d'un octobre vert et c'est possible qu'on n'ait pas d'octobre vert. Donc il faut aussi se méfier de tout ça. Mais en tout cas, l'historique passé nous montre qu'on a toujours été positif les 3 derniers mois de l'année lorsque nous avons un halving cette même année. Également, on a aussi cette donnée qui est assez intéressante, c'est que lors de l'élection en 2012, on a eu un top du marché un an après, en novembre 2013. Lorsqu'on a eu l'élection en 2016, donc du coup toujours en novembre, on a eu un top de marché en décembre 2017, comme on peut le voir également sur le graphique. On voit pas très bien 2012 ça, pour ça dater, je vous invite à le voir directement sur votre graphique. En tout cas, on peut très bien voir que voilà, élection ici, hop, et ici on a le top. Pareil pour 2020, élection ici, on a commencé un petit peu à monter, top, un an plus tard. Est-ce que du coup on va faire le même scénario? Est-ce qu'on est en train d'arriver dans cette phase de bull run que tout le monde attend, qui sera du coup 2025, et on pourrait avoir un top qui arriverait octobre, novembre, décembre 2025? C'est la question que tout le monde se pose. En tout cas, si l'histoire se répète, eh bien c'est le scénario qu'on devrait avoir. Également, un petit indicateur qui pourrait te permettre de pouvoir un petit peu timer les tops des marchés. On peut voir que lorsque les levées de fonds en crypto sont à leur plus haut, on est proche d'un top de marché. On peut voir ici qu'on était après le top de marché, on a bien baissé. On peut voir que le dernier bull run au top de marché en novembre, c'est là où on a eu le plus de levées de fonds. Et on peut voir également ici que, je regarde bien, le top de levée de fonds c'était en mars 2024. C'est pas énorme comparé à ce qu'on a eu en 2021, mais en tout cas on peut voir qu'on a cette petite cyclicité qui nous montre que les fonds d'investissement ont tendance à investir beaucoup plus lorsqu'il y a de l'euphorie. Pourquoi? Parce que tout simplement, les gens comme tout le monde en fait, ils ont aussi leur part de psychologie, leur part de FOMO, et forcément lorsqu'il y a plus d'euphorie, ils ont tendance à être aussi briques et donc venir FOMO sur des projets qui sont en train de se lancer, venir mettre de l'argent de peur de louper l'investissement parfait, ainsi de suite. Donc quelque chose assez intéressant à surveiller, je te laisse le noter de ton côté. Au niveau de l'écosystème Base, donc je te parle depuis un moment de cet écosystème et je te dis qu'il est en train de prendre des parts de marché à tous les autres écosystèmes de Layer 2. On peut le voir encore ici au niveau des active wallets, on peut voir qu'il a commencé assez bas petit à petit et puis qu'il est venu manger des parts de marché, et aujourd'hui c'est littéralement lui qui a le plus de parts de marché sur les wallets qui sont actifs chaque semaine. Également au niveau des transactions, c'est pareil, petit à petit il est venu chercher des parts de marché et aujourd'hui on peut voir que c'est lui qui a la plus grosse part de marché. On a encore un petit peu Polygon qui est actif, il y a pas mal de transactions sur Polygon. D'ailleurs ça serait intéressant de voir qu'est-ce qui se passe sur Polygon pour qu'il y ait autant de transactions et qu'on n'en entende pas parler, car on peut voir aujourd'hui qu'au niveau des transactions c'est le deuxième après Base. Mais en tout cas Base, vraiment intéressant de venir se pencher dessus. Et d'ailleurs si tu restes jusqu'à la fin, je te présenterai deux altcoins qui sont à mon sens les plus intéressants pour investir sur Base actuellement. Il y en a forcément d'autres, mais en tout cas c'est les plus pertinents que j'ai vus. On peut voir également qu'au niveau des wallets actifs, on a vraiment une grosse croissance sur Base. Pareil pour la croissance des transactions chaque semaine. Donc c'est vraiment un écosystème qui est en train de bien se développer. Au niveau des traders sur les DEX, c'est pareil, on est vraiment en train de surperformer tous les layers 2. Pareil pour les trades chaque semaine. Donc vraiment, je vous conseille de vous pencher sur cet écosystème. Allez, maintenant on va faire un petit peu de spéculation, un petit peu d'opium. On le voit comme on veut. On a Molési qui nous parle d'un petit scénario qui, moi, personne me parle assez bien. Et c'est que on devrait avoir une Bitcoin saison qui devrait commencer dès maintenant. Entre aujourd'hui et peut-être décembre, avec peut-être un ATH et venir chercher de nouveaux sommets sur BTC. Et ensuite, on aura Ethereum qui prendra le lead. C'est exactement ce qui s'est passé lors du dernier bull run, donc ça me fait sens. Ensuite, on aura
aura la saison. Et là, vraiment, ça va être un peu le bordel. Tous les altcoins vont péter à droite à gauche, beaucoup d'euphorie. On terminera ça avec les mêmes coins qui, comme on a vu en mars, vont exploser. Et enfin, là, lui parle de NFT. Moi, je verrais bien les NFT péter un peu en même temps que les mêmes coins. Ou alors peut-être un petit peu après, ça ferait vraiment fontaine de liquidité. En tout cas, je ne vois pas comment ce bull run pourrait se terminer sans qu'on ait vraiment hype sur les NFT. Surtout qu'on pourrait avoir beaucoup de belles nouvelles, notamment avec Labs qui pourrait enfin se réveiller, révéler par exemple son monde ouvert, son côté gaming. Ça pourrait faire repartir la partie NFT, car forcément tout ce qui est gaming et NFT, c'est très lié. Donc si l'un part, eh bien en général ça a tendance à entraîner l'autre. C'est ce qui s'était passé en 2021 lorsque Axie Infinity a relancé pendant l'été un peu le marché avec le côté gaming. On a en même temps les NFT qui ont émergé et qui ont commencé à surperformer le marché. On a eu vraiment cette hype GameFi avec Axie Infinity plus NFT avec Bored Ape qui était vraiment en train de décoller fortement. Ensuite, on aura la fin de ce cycle et il faudra prendre des profits assez fortement. Combien de temps ça va durer? C'est possible que ça dure entre cette fin d'année et l'année prochaine. Peut-être ça terminera mi-mai. Peut-être ça terminera fin d'année de l'année prochaine. Ça, c'est très dur à savoir. On n'a pas de boule de cristal. Donc, faites attention. Mais surtout, gardez en tête, c'est un scénario. Ça peut ne pas se produire, mais au moins, ça donne des petites idées. Au niveau des ETF, on a toujours pas mal d'inflows sur BTC. On avait vu qu'on avait pas mal d'outflows en cette fin de mois de août et début de mois de septembre avec cette grosse baisse qu'on avait eu également. Mais depuis, on a pas mal d'inflows qui rentrent. Donc, c'est assez positif et on peut voir que le prix a tendance à repartir également avec ces inflows également. Clairement, les ETF, ça va être vraiment la porte d'entrée la plus facile à utiliser pour, par exemple, et Madame Tout le Monde, lorsqu'on sera vraiment dans cette période d'euphorie. Donc moi, je pense que les ETF vont vraiment bien performer. Pour l'instant, l'ETF d'Ethereum ne performe pas des masses. On peut voir que c'est vraiment très flat. Plus de sorties que d'entrées. Et comme je te dis, j'aimerais voir ce qu'il se passe lorsqu'on aura un peu plus d'euphorie sur le marché. Est-ce que les gens vont enfin venir rentrer sur Ethereum alors qu'on aura un peu d'euphorie? Pour l'instant, on n'a pas vu un marché euphorique avec un ETF spot Ethereum. On l'a vu un petit peu avec un ETF spot BTC, on a vu ce que ça va faire en mars, on a tapé un nouvel ATH. Donc j'ai vraiment pas mal d'espoir là-dessus, mais pour qu'on puisse voir vraiment le potentiel de cet ETF, il faudrait qu'on ait beaucoup plus d'euphorie. Parce que si on regarde un petit peu le sentiment sur le marché, sur BTC et sur Ethereum, on est vraiment sur des bottoms à 19 en termes de recherche sur le web pour BTC et 3 sur Ethereum. On en parle assez souvent et on est vraiment sur des niveaux proches de l'année dernière, comme on peut voir fin septembre on était à 16 sur BTC, 2 sur Ethereum. Donc très peu de gens qui s'y intéressent. Mais par la suite, on a eu une fin d'année qui était plutôt intéressante. On peut regarder également sur les recherches YouTube qu'est-ce qui se passe. On peut voir que là aussi, on a vraiment été délaissé en fait. Personne ne s'intéresse à Ethereum sur YouTube, personne ne s'intéresse à Bitcoin sur YouTube. On a vraiment des niveaux qui sont proches de l'année dernière. On est un peu plus élevé parce que forcément on a eu une plus grosse performance que l'année dernière. Mais comparé à ce qu'on avait en mars où vraiment il y a beaucoup plus de recherches sur BTC, moins sur Ethereum, Ethereum n'a pas vraiment encore montré son meilleur côté lors de ce bull run, lors de ce marché haussier. Mais ça devrait arriver dans les prochaines semaines, les prochains mois. En tout cas, si tout se passe bien. Au niveau de crypto NFT, ben, c'est la même chose. On est toujours sur des niveaux très bas. Crypto qui est à 22, NFT qui est à 4. Et comparé à l'année dernière, c'est vraiment la même chose. Vraiment sur des niveaux similaires. Sur les recherches, sur YouTube, on va pouvoir regarder un petit peu. Et sur le côté crypto, on a quand même un peu plus de recherches. Mais encore une fois, on est sur des niveaux assez proches de l'année dernière, voire du début de la hausse de l'année dernière. On est proche de mars 2023 également, alors qu'on avait BTC qui commençait à surperformer, quelques altcoins qui commençaient également à bien performer. Mais on est encore assez loin des tops qu'on a eu en 2021 ou encore de ce petit sommet qu'on a eu à 88 lors de mars. Également, pour les NFT, on peut voir que ça s'écroule petit à petit. On avait beaucoup plus de hype l'année dernière qu'aujourd'hui sur les NFT. Donc, est-ce que les NFT sont morts? Moi, je dirais toujours non. Et ça pourrait être intéressant de voir cette industrie repartir. Au niveau de Memecoin Bull Run all saison, on peut voir que on a également des niveaux assez bas. Voir que les Memecoins ont bien dégrossi de leur hype. On est toujours assez haut comparé à l'année dernière parce que l'année dernière, on en parlait très peu. Mais en tout cas, on peut voir qu'il y a beaucoup moins d'euphorie comme on a pu voir en mars ou comme on a pu voir en juin ou un petit peu cet été. Également sur Bull Run, plus personne n'a l'air de parler de Bull Run, on est sur un niveau de 27, ce qui est proche de ce qu'on avait l'année dernière. On est sur des niveaux où tout le monde sait qu'il va y avoir potentiellement un Bull Run, mais personne ne sait quand c'est que ça va partir. Au niveau de la saison, ben, on n'en parle plus trop, on peut voir que on en parlait beaucoup en mars, comparé en tout cas à ce qu'on en parle aujourd'hui. Effectivement, lorsque souvent on parle de all saison, potentiellement en fait on est déjà dedans. Donc garde ça aussi en tête. Le fait que tous tes youtubeurs préférés parlent de all saison, c'est peut-être aussi
et qu'on y soit déjà et qu'on arrive à la fin. Au niveau du Fear and Greed, on est toujours sur du neutre actuellement. Après avoir passé un dernier mois dans la peur. Hier, on était également un petit peu dans la peur, mais on est en train de revenir un petit peu neutre. Et moi, franchement, ça me va. Je trouve qu'on a eu vraiment beaucoup de peur sur le marché. Et j'ai remarqué que en général, lorsqu'on va partir, on a aussi un petit peu du neutre sur le marché. On peut voir qu'année dernière, on était dans du neutre entre 45, 50, etc. avant de bien partir et de rentrer un petit peu en euphorie, voire en extrême euphorie au niveau de mars. Également, si on compare avec 2020, on peut voir qu'on on avait eu cette peur qui était vraiment forte parce qu'on avait eu le Covid. Ensuite, on était remonté tranquillement. On avait eu ici la DeFi saison, donc du coup, pas mal d'euphorie sur le marché, un petit peu similaire à ce qu'on a eu ici, en fait, au final, en mars. Et ensuite, ça s'est calmé. On était resté un peu dans la peur. On n'avait pas eu une peur aussi grosse qu'on a eu aujourd'hui, mais ensuite, on était reparti par du neutre avant de rentrer dans l'extrême euphorie à partir de décembre, janvier 2020-2021. Donc, moi, je pense qu'on est sur des niveaux assez bons. On a assez corrigé, on a fait assez peur au marché. Je vois encore beaucoup de personnes attendre les 40 000 dollars. Pourquoi pas repartir à partir d'aujourd'hui. Maintenant, on peut toujours venir remettre un coup de pression pour continuer à faire un petit peu peur aux gens avant de repartir. Au niveau des liquidations, on peut voir que sur une semaine, eh bien, on a plus de liquidités à venir chercher au sud que pour l'instant on les a au nord, mais maintenant on n'a pas beaucoup de visibilité sur ce petit graphique. C'est pas très convenient, mais en tout cas on peut voir qu'on accumule un peu de liquidité. C'est pas non plus des masses, il y a 1, 2, 3 milliards de dollars qui s'accumulent ici. C'est pas non plus la liquidité de malade. Maintenant, on va dézoomer, on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe sur 3 mois. Et donc, on peut voir qu'au niveau de 70 000 dollars, c'est là qu'il y a beaucoup plus de liquidités qui s'accumulent. Alors que là, on a plusieurs milliards de dollars qui s'accumulent entre 70 000 et 72 000. On voit pas très bien les 72 000 parce qu'on est un peu caché. On verra ça quand je vais encore dézoomer. Mais en tout cas, on peut voir qu'ici, on est en train de monter. On a encore quelques liquidités à venir chercher. Donc venir taper ces 65 000, ça serait vraiment très bénéfique en plus parce qu'on ferait du coup un plus haut. Et il y a quelques liquidités à venir chercher. Maintenant, on a un peu de liquidités qui s'accumulent au sud, notamment aux alentours des 57 000 dollars, aux alentours des 55 000 et des 54 000. Maintenant, c'est pas des grosses zones et on va le voir en dézoomant encore un petit peu. Car comme tu peux le voir, c'est vraiment ridicule comparé au nombre de liquidités qui s'accumulent au nord, proche de cet ATH. Et en tout cas, ça serait cool de venir le chercher. Car ça pourrait aussi peut-être pousser les gens à venir short et venir faire ce qu'on appelle un short squeeze, venir liquider les gens et venir taper de nouveaux ATH. En tout cas, il y a aussi quelques liquidités à venir chercher plus bas. On pourrait très bien dire oui, bon, 33 000 dollars, on pourrait venir les chercher. Maintenant, moi, je ne vois pas comment on pourrait arriver à 33 000 dollars, à moins qu'on rentre en récession de même. Ça serait pour moi le seul scénario qui me permettrait de me dire qu'on pourrait aller à 33 000 dollars. Alors que même la guerre en Israël n'a pas permis de faire bouger le prix si fortement, le problème au Japon non plus. Donc je ne pense pas qu'on pourrait venir rechercher plus bas. Peut-être qu'on y retournera lorsqu'on rentrera en bear market. Maintenant, moi j'ai plus tendance à me dire, voilà, on a bien liquidé ici au sud. Maintenant, on va venir liquider au nord. Et ce que j'aimerais voir, c'est, comme tout le monde en fait, qu'on rentre dans un bull run et qu'on voit de nouveaux ATH sur BTC. En tout cas, ici, les liquidités nous montrent qu'il y a quand même plus de liquidités à venir chercher au nord et donc du coup plus d'incentives à venir monter plutôt que baisser. Au niveau des funny rate, toujours rien à dire. On est toujours dans le vert, donc pour l'instant, il n'y a plus qu'à attendre que ce côté est en train de plus se colorer. Comme je te disais assez souvent, moi j'attends de voir ce rouge ici qui nous permet de nous dire ok, le marché est en train de surchauffer et que potentiellement il faut prendre des profits, voire il faut sortir du marché. Allez, donc du coup, on va rentrer sur le côté macroéconomique. Donc comme je te disais lors de l'introduction, la Fed a coupé les taux d'intérêt de 50 points de base. Donc on passe de 5,5% à 5%, ce qui est la première baisse des taux depuis mars 2020, sachant que mars 2020, on était quand même dans un scénario assez différent. On avait le Covid qui était arrivé, donc là c'était très compliqué. Je pense que ce n'est pas deux périodes qui soient comparables. Mais aujourd'hui, on a un marché qui est assez un peu surpris. Il se demande pourquoi est-ce que la Fed coupe de 50 points alors qu'on aurait pu couper de 25 s'il n'y avait pas de problème sur le marché. On va essayer de voir un petit peu par la suite pourquoi et comment est-ce que l'économie se porte, en tout cas, on peut en dire des données qui nous donnent. Alors la Fed n'est pas les seuls à couper les taux d'intérêt, on a la Banque Centrale Européenne qui a coupé encore ses taux et qui tombe à 3,5%, on a le Danemark également qui a coupé leur taux, on tombe à 3,10%. C'est pas les plus intéressants, mais en tout cas on peut voir qu'il y a quand même pas mal de cuts sur à peu près tous les pays assez intéressants, tels que le Danemark, même la Chine qui coupe un petit peu son intérêt. La Chine a une inflation à 0,6%, donc là on est proche de la déflation et on sait qu'un pays n'aime pas trop la déflation car forcément ça augmente sa dette.
parce que la monnaie prend en valeur. Alors que l'inflation fait perdre de la valeur à la monnaie et donc du coup ta dette en fait perd de la valeur puisque la monnaie en perd. Donc on pourrait très bien s'attendre à encore plus de cuts de la Chine, voire même une impression monétaire qui arrive de la Chine pour justement avoir cette inflation qui augmente en Chine et donc du coup ça pourrait faire de la liquidité qui relance les marchés dans le monde entier. Également on a le Canada qui a coupé, on a l'Australie qui n'a pas encore coupé, qui continue à augmenter mais qui a augmenté en novembre 2023. Donc potentiellement il pourrait changer et pivoter également. Quoi qu'il en soit, voilà, on a un petit peu le monde entier qui commence à arrêter d'augmenter ses taux d'intérêt, commence à les baisser, donc du coup, qui favorise l'expansion monétaire. Au niveau des prochains meetings du FOMC, le 7 novembre, on pourrait avoir une nouvelle baisse des taux de 0,25. En tout cas, c'est un petit peu ce qu'a annoncé la Fed. En tout cas, le marché l'anticipe à 60%. Également, le 18 décembre, on pourra avoir une baisse des taux de 0,5 du coup, si on a cette baisse qui se passe ici, et qui pourrait nous amener à 4% sur les taux d'intérêt, en tout cas à 70%. Là. Les gens anticipent ça. Et ensuite, on continuera à baisser le taux d'intérêt tout au long de l'année 2025 pour arriver à 2,75-3%. Maintenant, comme je te dis toujours, c'est encore loin. Il faudra voir comment ça se passe au fur et à mesure du temps. On en reparlera lors des prochaines revues de presse. Donc du coup, au niveau des décisions de la Fed, donc du coup, ils ont baissé de 50 points de base et ils anticipent de voir encore deux baisses de 25 points d'ici la fin 2024. La Fed pense qu'ils sont assez confiants sur l'inflation qui se rapproche des 2%. On peut voir qu'en août, on a eu 2,5%. On va en parler juste après. Donc du coup, c'est une data qui leur permet de se dire, ok, on peut relâcher peut-être un petit peu les taux d'intérêt, même si ça pourrait relancer un petit peu l'inflation, mais en tout cas pour l'instant, en fait, c'est contrôlé. Donc même si on baisse de 0,5% les taux d'intérêt, j'ai envie de te dire que ça ne devrait pas changer grand-chose au niveau de l'inflation. On est toujours sur cette gestion de l'inflation tant qu'on part pas sur des taux négatifs par exemple. Également pour 2025, ils s'attendent à avoir une baisse des taux de 100 points de base, donc du coup de 1% en moins et de 50 points de base en 2026. Maintenant, à voir ce qu'il en sera. Là, ils parlent dans le sens où il y aurait ce soft landing, où on continuerait à ne pas avoir de problème de récession, mais si demain il y a une récession, je mets ma main à couper qu'il y aura une baisse des taux qui sera drastique et qui repartira sur du 0%. Et ils sont toujours persuadés que l'économie est assez forte, donc en tout cas sur le côté d'inflation, on peut voir que c'est assez contrôlé. Au niveau du chômage, on peut voir que forcément, ben, c'est pas des datas qui sont vraiment alarmantes, mais on peut voir qu'il y a une augmentation du chômage. Donc potentiellement, cette baisse des taux permettrait peut-être d'essayer d'équilibrer un petit peu cette balance entre inflation, taux de chômage, pour garder vraiment quelque chose d'assez intéressant et ne pas rentrer en récession. À mon avis, ils essayent vraiment de repousser au max la récession. Est-ce qu'on pourra la repousser au max? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qu'ils essayent de faire. Ils sont aussi assez confiants du coup pour garder de la force sur ce marché de l'emploi. Ils disent que les dépenses des consommateurs est toujours résiliente malgré qu'on ait quand même des datas qui nous montrent le contraire, notamment sur le taux de crédit que se tape ce genre de personnes, notamment avec les débits de carte, payent à crédit, ont des dettes en fait pour payer leurs dépenses quotidiennes. Donc c'est pas très positif en général. Donc du coup ils pensent que le marché du travail est assez fort et que pour l'instant il n'y a pas de problème. Quelque chose d'assez intéressant à voir, c'est que à chaque fois que la baisse des taux est arrivée, on a eu soit du coup l'économie qui rentre en récession, soit qui ne rentre pas en récession. Si ça rentre en récession, et bien du coup on aura les 12 prochains mois qui seront négatifs, donc ça voudrait dire l'annulation de ce bull run. Il faut en être conscient. Par contre, si on n'a pas de récession, et bien je pense qu'on aura le bull run que tout le monde attend parce que les marchés ont tendance à partir à la hausse. Donc il faudra faire attention à ça. Est-ce qu'on va avoir une récession? Est-ce qu'on va pas avoir de récession? En fait, c'est la question que tout le monde se pose. Je vois beaucoup de gens parler de récession. Est-ce que, forcément, comme je te disais déjà tout à l'heure, est-ce que si tout le monde parle de récession, est-ce qu'on va avoir une récession? Peut-être pas. Donc à voir ce qui se passera lors des prochains mois. Mais en tout cas, il faudra peut-être ne pas être hyper gourmand car on a aussi quand même des indicateurs qui montrent qu'on pourrait arriver en récession seulement sous peu. Également, on a un comparatif entre lorsque la première baisse des taux est de 0,25% ou alors elle est de 0,5%. Historiquement, à chaque fois qu'on a eu une baisse de 0,5%, eh bien, on a eu le SP500 et les marchés qui se sont cassés la gueule. On peut voir ici que les courbes en bleu sont à la baisse. Hein. Alors qu'à chaque fois qu'on a eu du 0,25%, on a toujours eu une hausse, malgré ici que, voilà, ça c'est le Covid. Mais en tout cas, le marché est toujours parti à la hausse. Historiquement, on devrait rentrer en récession dans les 12 prochains mois. Maintenant, j'ai envie de te dire qu'on n'est pas en 2001, on n'est pas en 2007, mais dans un schéma qui est quand même bien différent, avec la Fed qui a tendance à injecter de la liquidité, sachant qu'ils ont de moins en moins de liquidité à injecter. Donc c'est aussi peut-être la raison de pourquoi ils baissent les taux d'intérêt, pour commencer
a créé du coup cette cycle de easing, de pression monétaire. Maintenant, rien n'est sûr là-dedans et il faut quand même regarder les datas historiques. Donc, il faut être conscient qu'on peut se rapprocher potentiellement de cette récession et ça serait vraiment con qu'on rentre dans cette récession parce qu'il y a tout le monde qui est en train de se dire ok, let's go, là c'est la fin de l'année, bull run, bull run, bull run. Ça serait fou, hein, ça serait fou de voir une récession qui calme tout le monde et paniquer encore plus de monde avant de repartir avec du coup un nouveau cycle d'impression monétaire. Nouveau cycle où on aura de l'inflation qui reviendra. Personnellement, mon avis, il est clair et net, que je ne pense pas qu'on va avoir les 12 prochains mois qui seront négatifs. Peut-être qu'on aura peut-être les, je sais pas, les 6 prochains mois positifs, les 6 mois d'après négatifs. Mais je pense qu'à court terme, on devrait quand même avoir ce cycle haussier qui revient. Maintenant, je suis assez partagé par rapport à ça. Et c'est ce que nous dit le Peruvian Bull, c'est qu'on n'a jamais eu de slow and steady cutting. Donc on n'a jamais eu de baisse lente et contrôlée en 40 ans. Donc pourquoi est-ce qu'on les aurait aujourd'hui? Tu peux voir qu'à chaque fois qu'ils ont baissé les taux d'intérêt, et ils ont continué à les baisser de manière drastique et assez fortement, voire en 90 où ça passe de 10% à 2,3% à peu près. Assez rapidement, pareil pour 2000, pareil pour 2000, pareil pour ici 2020 avec le Covid. Et aujourd'hui, est-ce que ça serait la même chose? En tout cas, quoi qu'il en soit, printer is coming, l'injection monétaire devrait arriver, mais est-ce qu'avant ça, on pourrait pas avoir une récession qui nous fait mal, au derche? Je ne sais pas, mais en tout cas, il faut avoir en tête ça. Il faut vraiment se mettre en tête que c'est possible qu'on ne parte pas en ligne droite et qu'on ait une récession avant. Mais cette récession ne devrait pas durer des masses et est vraiment soutenue par l'économie, en tout cas par la Fed qui imprimerait de l'argent forcément comme ils ont fait avec le Covid tout simplement. Au niveau de l'inflation, comme je te disais, on est à 2,5% pour août, donc c'est vraiment positif. 3,2% sur l'année. Donc pour l'instant, l'inflation a l'air d'être contrôlée. On a eu un mois d'août avec peu d'inflation. On devrait avoir un mois de septembre du coup sur la même ligne si tout se passe bien. Donc on attend de voir, mais en tout cas le côté de l'inflation a l'air d'être contrôlé. Toujours est-il si les datas qu'ils nous donnent sont justes. Au niveau de l'économie américaine, on peut voir que le taux d'emploi a baissé à 4,2% alors qu'il était à 4,3% dernièrement. Donc on a eu une petite baisse de taux de chômage. Donc c'est plutôt encourageant, on va dire, c'est plutôt positif. Maintenant, c'est pas non plus énorme, mais en tout cas 4,2% c'est toujours assez bas. Également, ils ont aussi revisité le nombre de jobs qu'ils avaient reporté lors des derniers mois. Donc en fait, il y a eu moins de jobs qui ont été ouverts lors des derniers mois. Donc ça veut dire aussi que le marché du travail n'est pas aussi fort. Est-ce que le marché du travail est aussi fort? En tout cas, on fait avec les datas qu'on a. Et pour l'instant, moi je vois pas d'économie qui est sur le déclin. On baisse de 0,5%. Alors peut-être que c'est pour anticiper, pour essayer de limiter la casse. Donc on va voir ce qui se passe lors des prochains mois. Allez, au niveau des graphiques, j'ai quelques trucs à te montrer, notamment déjà la liquidité des banques centrales. Donc il faut voir le marché qui fonctionne avec de la liquidité en fait. Ça monte parce que la liquidité est envoyée sur le marché, ça baisse parce que la liquidité est sortie du marché. Et donc là, on avait du coup toutes les banques centrales du monde qui étaient en train de sortir de la liquidité du marché pour venir contrôler les inflations qu'ils peuvent avoir à droite à gauche. Et on peut voir que là, du coup, en mensuel, on est en train de sortir de ce biseau descendant et donc du coup, on serait en train de inverser la tendance. Ce qui voudrait dire qu'on pourrait très bien continuer à faire ceci et voir du coup la liquidité remonter. Et ce qui voudrait dire que les marchés remonteraient également. Il faut voir ici que la dernière fois qu'on a eu un biseau assez identique, il est venu casser un peu de la même sorte. Et ici, on a le Covid où, boum, ils ont envoyé de la liquidité de partout, ce qui a causé tous ces bull runs. Maintenant, si on dézoome un petit peu, on peut voir voilà, qu'on est sorti et qu'on a tendance à repartir sur un cycle avec de la liquidité qui va rentrer dans les marchés. Et en tout cas, c'est ce dont je te parle déjà depuis plusieurs semaines. Et donc, on serait au tout début de cet afflux de liquidité dans les marchés et ça serait plutôt positif, en tout cas, pour les assets à risque, pour le BTC, pour les altcoins, etc., etc. Au niveau du gold, on peut voir que le gold fait des ATH sur ATH, malgré tout ce qui se passe. Ça aussi, ça peut être une prédiction sur le fait que l'économie se porte mal et que les investisseurs se protègent sur le gold. Après, de ce qu'on peut voir également, c'est beaucoup les banques centrales qui accumulent du gold, notamment la Chine, la Russie, la Turquie qui, eux, connaissent une grosse inflation. Et donc, du coup, ils se protègent comme ils peuvent. Également, est-ce que ça pourrait pas être, du coup, tous ces gouvernements mondiaux, ces banques centrales, qui anticipent le fait que le dollar va être dévalué encore une fois. Et vu que le monde fonctionne avec le dollar, pour ne pas se faire baiser, ils vont accumuler de l'or parce qu'on sait très bien que l'or va prendre de la valeur face au dollar et que c'est la meilleure valeur refuge aujourd'hui, puisque BTC n'est pas encore la valeur refuge au niveau du gold, mais en tout cas, il pourrait le devenir prochainement. Au niveau du dollar, du coup, on peut voir qu'on est sur un support assez important. On peut voir que depuis 2022-2023, il résiste à chaque fois. Donc du coup, est-ce qu'il va encore résister? Est-ce qu'on va pas venir casser un peu plus bas? En tout cas, si on vient casser ce support, on pourrait venir
0,95 sur le dollar. En général, quand le dollar perd de la valeur, eh bien, les assets à risque ont tendance à en prendre parce que les investisseurs viennent se protéger sur d'autres actifs et surtout en se disant voilà, je perds de la valeur en regardant du dollar, autant que j'aille l'investir ailleurs. Au niveau du BTC, on peut voir que le scénario que j'avais proposé n'est pas déconnant. Hop, on a continué à descendre à partir d'ici, mais ça s'est fait assez rapidement. On est venu aux alentours de 52 000 $, mais pas les plus bas. C'est un peu ce que j'annonçais. Ensuite, on est venu remonter et venir taper du coup cette résistance aux alentours de 60 000 $. On a eu du coup un petit retracement, mais ça nous fait faire quoi? Ça nous fait faire ce dont je te parle, des bas de plus en plus hauts, intéressant, et des hauts, du coup. Là, on a des hauts de plus en plus hauts, mais on aimerait avoir un haut plus haut que ici pour continuer cette expansion. Quoi qu'il en soit, ça revient un peu sur le même scénario. En tout cas, ce que j'aimerais voir, c'est qu'à partir d'ici, on vienne au moins faire un plus haut, un sommet de plus en plus haut, venir casser ces 65 000 $ avant de potentiellement venir corriger. Comme je t'ai montré, il y a de la liquidité qui atteint aux alentours de 57 000 $. Donc on pourrait très bien venir chercher plus bas qu'ici, donc ça ferait un plus bas de plus en plus bas. Mais c'est pas grave parce qu'on aurait quand même un plus bas de plus en plus haut comparé au bottom. Idéalement, j'aimerais qu'on ne vienne pas casser ici, mais on pourrait très bien venir casser ici pour ensuite revenir chercher au minimum cette zone ici. On ne ferait pas de plus haut comparé au dernier plus haut qu'il faut ensuite passer, mais au moins on pourrait continuer à faire des plus bas de plus en plus avant de venir casser, de s'appuyer et de repartir. En tout cas, c'est un scénario que j'aimerais bien voir et c'est ce qu'on va voir. Et on va voir ce qui va se passer lors des prochaines semaines. Maintenant, si on rentre en récession, j'ai envie de te dire qu'on partira plus bas et on viendra chercher directement les 40 000 $ au minimum. Mais ce n'est pas d'actualité. Qu'est-ce qui se passe au niveau d'Ethereum? Donc Ethereum, il est toujours sous cette tendance ici. Il est toujours sous ce support des 0,38 du Fibonacci et on aimerait le voir venir récupérer ce support. Déjà, dans un premier temps, venir se rappuyer dessus pour venir du coup invalider cette grosse baisse, ce gros M en weekly, en daily comme on pouvait voir. Et ensuite, on aimerait bien du coup pouvoir casser du coup, faire des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut, et enfin sortir également de son range et venir enfin chercher cet ATH que tout le monde attend. Également, tout dépendra de BTC. Au niveau de Solana, on peut voir qu'il est très résilient. Il a encore tenu ce support que nous avons ici et que depuis, il vient sur ce nouveau support. Donc, concrètement, il faudrait venir casser cette résistance dans un premier temps, venir s'appuyer dessus avant de venir chercher le haut du range. Maintenant, il faudra ensuite casser ici, faire des plus hauts de plus en plus haut avant de voir un Solana repartir en bull run. Mais là encore, c'est toujours pareil, c'est BTC qui mène la danse. Donc si BTC se porte bien, eh bien Solana se portera bien également. En tout cas, ici, on pourrait dire qu'on a un niveau assez intéressant pour acheter, en tout cas pour acheter sur du long terme, même si le mieux sera quand même d'essayer d'avoir chopé ces mèches ici que nous avons aux alentours de 120 $. Donc si on a une nouvelle correction, acheter Solana aux alentours de 120 $ pourrait être une bonne chose. Au niveau de SUI, du coup en fait SUI il est venu contrecarrer les plans de tout le monde, il est reparti comme en 40, voir qu'on a eu ce canal baissier en forme de drapeau qui du coup a bien tenu pendant quand même depuis avril jusqu'à août et que depuis il en est sorti, il est revenu s'appuyer un petit peu et qu'il est reparti. Donc on a beaucoup de scénarios, beaucoup de patterns qui se ressemblent sur les altcoins. Et en fait, voilà, c'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut voir. Ici, pour l'instant, on a raté SUI. Donc moi, je vous invite à ne pas forcément rentrer sur SUI, faire très attention. Peut-être atteindre une correction. Et donc du coup, là, pour atteindre une correction, il faudrait du coup placer son Fibonacci. Hop, on arrive ici et potentiellement rentrer sur les 1,11, voire vraiment atteindre les 0,80 s'ils reviennent. Mais en tout cas, le premier achat pourrait être sur les 1,11 tout simplement. Au niveau de NIR, on peut voir que NIR est toujours proche de sa Golden Pocket en tout cas. On peut la tracer directement ici. Et donc du coup, voilà, NIR c'est quand même un projet qui est assez pertinent, qui rentre sur les L1. Les L1 ont beaucoup d'intérêt. On peut voir également qu'on peut avoir un drapeau de ce côté également. Comme un peu on a eu avec SUI que je t'ai montré juste avant. Donc là, ce qu'on aimerait voir, c'est le NIR vienne casser ici, parte comme ça, simplement. Maintenant, on est proche de la zone intéressante pour acheter. Rentrer en DCA, ça pourrait être intéressant. Le mieux, c'est d'acheter sur cette zone ici. Toujours est-il que, bon, c'est BTC qui décide. Donc si BTC se casse la gueule, NIR pourrait se casser la gueule. On est toujours dans une tendance baissière. On n'a pas de confirmation d'une tendance haussière. Sur du long terme, on peut voir qu'on a une grosse tendance baissière depuis ces ATH. Donc ça va être très dur de venir casser tout ça. Mais c'est quand même un projet assez intéressant. Et si on vient à casser ces deux zones-là, ça pourrait être très pertinent. Donc commencer à accumuler du NIR, ça pourrait être aussi une bonne solution. En tout cas, si tu crois en ce projet, toujours est-il, je t'invite à faire tes propres recherches. Injective, on peut voir que Injective, lui, a cassé justement cette trendline baissière qui est pas très belle ici parce qu'on a eu une petite déviation, mais c'est pas très grave. On peut voir que également il est toujours dans cette zone de la Golden Pocket, il essaie d'en sortir. Donc
Là, il est clairement en train de partir. Maintenant, il pourrait très bien continuer à ranger encore un peu, à venir comme ça, comme ça, comme ça, avant de repartir vraiment. Bien sûr, ça pourrait se faire sur un plus court laps de temps. Et en tout cas, ça ne veut pas dire qu'il est déjà parti. Toujours est-il que le graphique est plutôt intéressant. Et comme je te dis, on a vraiment toujours ces mêmes patterns, hein. Si je trace ici, on a qui ressemble à un drapeau ou alors à un biseau descendant. Et en général, quand ça casse, ça repart à la hausse. Donc, moi, ce que je vois sur les altcoins, c'est qu'on a beaucoup de mêmes graphiques qui se ressemblent beaucoup. On a Ton qui, lui, a pas mal ramassé, notamment à cause de l'arrestation du PDG. Maintenant, on peut voir qu'il a quand même été très solide ces derniers mois. Il n'est pas revenu chercher la Golden Pocket, ou du moins, il est venu la toucher, mais vraiment un petit touchette et il repart. Donc, vraiment un altcoin très très solide. On peut voir qu'il y a de plus en plus d'utilité. On voit qu'il y a Binance qui a lancé son jeu sur Telegram. Donc beaucoup de personnes s'y intéressent. Maintenant, on n'a pas encore récupéré les 0,38. Ça va faire office de support, je pense. Et l'idéal, ça serait de venir acheter sur une correction, notamment proche des 5,16 dollars. Maintenant, si tu veux rentrer en DCA, c'est toujours aussi une possibilité. Mais à toi de faire tes choix. Au niveau de Link, on peut voir que pareil, on est toujours sur le même scénario. On est sur un altcoin qui est proche de sa Golden Pocket. Donc on peut le voir ici. Golden Pocket, elle est ici. On peut voir qu'il essaye d'en sortir actuellement. Le mieux, ça aurait été d'en acheter, bien entendu, aux alentours des 9 dollars. Maintenant, si tu n'as pas réussi à saisir cette opportunité, tu peux toujours commencer à t'y intéresser maintenant. Tant qu'on n'est pas venu casser ici, eh bien, j'ai envie de te dire que on n'est pas encore parti. On pourrait très bien revenir chercher un plus bas, surtout que depuis un moment, on fait des plus hauts de plus en plus bas à chaque fois ici. Là, pour l'instant, on n'a pas fait de plus haut de plus en plus haut. Donc, à voir. En tout cas, on a fait un plus bas ici et un plus bas de plus en plus haut ici. Donc, si on arrive à garder cette dynamique, on pourrait voir un link qui surperforme. Au niveau d'Ondo, on est aussi en train de venir casser cette tendance baissière. On est clairement, encore une fois, dans cette Golden Pocket. On peut voir encore ici, on est en train d'en sortir. Encore une fois, si on trace un petit peu, on peut voir qu'il y a aussi un drapeau descendant. Et donc, si on se réfère à celui, on pourrait très bien revoir une hausse sur ce cher Ondo. Attention tout de même, car Ondo a une grosse libération de tokens qui arrivera en janvier, donc il faut aussi se méfier. Au niveau de spec, on peut voir qu'il est en train de sortir de sa Golden Pocket et qu'on voit qu'il y a un triangle de compression et qu'il va falloir venir casser pour venir taper des plus hauts. En tout cas, je trouve qu'il est très très résilient et c'est depuis juillet qu'il a tapé lui son bottom. Même lorsqu'on a eu la grosse baisse en août, il n'a pas fait de plus bas, donc je trouve que c'est quand même très résilient. Au niveau de la tokenomics, spec, il est vraiment très intéressant car il n'y aura pas de nouveaux tokens émis avant l'année prochaine, avant mai 2025. Donc, il y a de la demande, c'est un token qui peut vraiment partir comme un bouchon de champagne. Donc, je t'invite à aller le regarder. Au niveau de Maple, on a aussi cette compression. On peut voir que Maple est dans un range qui date depuis novembre 2023. Donc, il n'a pas vraiment hyper performé. On peut voir qu'il y a vraiment un support qui est très solide ici, hein. Clairement, alors là, on a la Golden Pocket. Et la Golden Pocket fait vraiment office de support impressionnant. À chaque fois qu'elle a été revisitée, elle est repartie. Et donc là, on est en train de venir rechercher encore une fois les 0,38 du Fibonacci. Donc ça voudrait dire que Apple pourrait repartir en tendance haussière. Très très bon token, c'est du RWA. Je t'invite à regarder également. Au niveau de Goldfinch, on peut voir qu'on a eu une première cassure de cette trendline baissière qui a cassé fortement, qui est venue retester et qui depuis est en train d'osciller, qui est en train de range en fait, tout simplement août où on a eu vraiment ce gros retest alors qu'on avait cassé début juillet. Également, on a cette trendline en rouge que je viens de rajouter qui fait sens. On est aussi en train de la casser. On est en train peut-être de retester. Donc, c'est plutôt positif par rapport à Goldfinch. Également, au niveau de la Golden Pocket, mais on est vraiment sur un scénario pareil. On est encore en train d'être dans la Golden Pocket, mais on essaye d'en sortir. Donc, dès qu'on va venir en sortir, les premiers objectifs seront directement les 3,2 dollars ou encore les 3,9. Donc c'est toujours une zone intéressante pour investir. On essaye de regarder également de ce côté de Goldfinch qui est aussi dans le narratif des RWA. Au niveau de Tao, ça fait moins que je t'en parle, je t'en ai parlé plusieurs fois. On peut voir qu'il y a ce drapeau qui a été cassé, qui est venu se faire retest et qui depuis est en train de bien performer. En tout cas, Tao, ça a été l'un des gros leaders de cette première phase du cycle haussier et il semblerait qu'il reparte sur les mêmes bases. Donc intéresse-toi à Tao. Pour l'instant, il n'est pas non plus encore très haut. Ça pourrait être intéressant de commencer à rentrer si tu es un peu en retard. Mais en tout cas, fais attention à ne pas trop FOMO car on pourrait très bien revenir retester ce support qui a été cassé récemment. Au niveau de FET, on peut voir qu'on est toujours dans la Golden Pocket et qu'on essaie de s'en échapper. On a eu une très grosse correction sur FET. On est venu casser cette trendline. On est vraiment venu chercher très bas sur FET. En tout cas, il repart plutôt bien. C'est assez encourageant. Il est en train de faire des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut. Le prochain objectif, c'est de casser ce 1,86. En tout cas, c'est un token qui est assez intéressant puisque c'est la fusion de FET
de Agix, de Ocean, qui est vraiment un gros écosystème dans la narrative de l'IA. Au niveau de Render, eh bien là pour l'instant Render il est toujours dans le scénario dont je te parlais. Hop. J'en ai parlé, c'était quand? C'était fin août je pense. Hop, tranquillement, il est en train de range. On veut casser cette tendance baissière. On est toujours dans la Golden Pocket, donc on est dans une localisation qui est plutôt intéressante pour de l'investissement court, moyen, long terme. Donc intéresse-toi à Render, surtout ça a été un très très bon gagnant lors de cette première phase de bull run et c'est possible qu'il reparte maintenant. À toi de voir. Du côté de AKT, on a un peu le même scénario que Render. On a cassé cette petite tendance baissière, mais bon, c'est pas non plus la plus belle. C'est pas évident parce que vraiment, c'est pas très joli. On pourrait avoir une tendance baissière aussi tout comme ça, mais voilà, cette déviation n'est pas très belle non plus. Donc je ne l'ai pas mise. Mais en tout cas, on est toujours dans la Golden Pocket. On a bien ramassé également, on a une belle correction. À toi de voir, analyse le projet de côté fondamental. En tout cas, c'est un projet qui a bien performé au début de ce bull market. Donc ça pourrait également continuer à performer. Au niveau de flux également, on a cassé cette tendance baissière. On est en train de la retester, on est en train de remonter. Maintenant, il va falloir venir récupérer cette Golden Pocket. On voit qu'il a beaucoup ramassé, notamment lors de la baisse de juillet et de la baisse d'août, même un petit peu en septembre. Mais depuis, il a l'air de vouloir reprendre. Il repart sur des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut. Donc c'est assez encourageant. Il récupère également cette zone ici qui est assez pertinente. Il faut vraiment la conserver. C'est vraiment un petit peu le dernier espoir à chaque fois. Donc flux vraiment sur des zones assez intéressantes pour l'investissement, même si ça reste quand même assez risqué, il faut se le dire. Pendle qui lui aussi a été un grand gagnant de ce début de bull market, voir qu'il a beaucoup corrigé, il est venu chercher des zones assez basse aux alentours des 1,80. Il est en train de venir sortir de sa Golden Pocket. On peut voir que la tendance baissière également a été cassée. On fait des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut également. Donc plutôt intéressant ce pendule. À toi de voir si ça t'intéresse. Au niveau de Dogecoin, eh bien, on peut voir qu'il est aussi dans la Golden Pocket. Il a beaucoup ramassé suite à cette phase baissière qu'on a depuis mars. Il semble être en train de casser cette tendance baissière. Est-ce qu'il va y arriver? En tout cas, il est dans la Golden Pocket. C'est le top des mêmes coins. Si tu crois à Dogecoin, c'est intéressant de commencer à rentrer dessus progressivement. Au niveau de WIF, c'est pareil. On peut voir qu'il a pas mal ramassé depuis ses sommets en mars. Il est également dans la Golden Pocket, donc la meilleure zone pour investir. Il est dans un range depuis un moment. Il n'a pas encore cassé sa tendance baissière, donc ça peut être intéressant. Maintenant, il pourrait très bien continuer à faire ce genre de petits scénarios. Hop, ici, tac, tac, avant de casser et de repartir potentiellement. Toujours est-il que c'est du même coin, donc c'est un peu de la merde. Mais on peut voir qu'il y a une vraie narrative sur les mêmes coins, donc il ne faut pas non plus négliger ce narratif. Au niveau de Bread, donc là, comme je te disais tout à l'heure, c'est l'écosystème Base. C'est le même coin top 1 de Base, c'est le pote de PP. Il y a un très gros narratif par rapport à ça. On peut voir qu'il est sur un drapeau descendant, un canal descendant, tu l'appelles comme tu veux. Quoi qu'il en soit, il est dans la Golden Pocket, donc nous ce qu'on veut voir, c'est hop, venir casser ici et repartir tranquillement. Et il faut être conscient qu'en cas de pépin, il peut chercher ici, voire même rechercher plus bas. Tout dépend de comment aussi BTC se comporte. Au niveau de Aero, donc Aerodrome Finance, qui est un DEX sur Base, qui est donc du coup le leader de cet écosystème. On peut voir qu'il est dans la Golden Pocket, qu'il a pas mal ramassé depuis ses plus hauts et qu'il est en train de venir faire, hop, voir que encore cette tendance baissière. On peut voir aussi de ce côté, on pourrait même dire vraiment une compression qui se fait. Maintenant, il va falloir venir casser tout ça avant de repartir. Et c'est ce qu'on veut voir tout simplement. C'est ce qu'on veut voir, c'est casser ça et repartir tranquillement. En tout cas, Aérodrome, si l'écosystème Base prend fortement au potentiel sur ce token, à toi de faire tes recherches. Au niveau de STX, donc là du coup on est sur du layer 2 sur Bitcoin, on peut voir qu'il a cassé sa tendance baissière. Il est toujours dans la Golden Pocket, qu'il est en train d'en sortir actuellement. Donc c'est un projet qui est assez intéressant. Il a pas mal performé lors du dernier cycle aussi, on peut voir cette belle performance. Donc si le marché est amené à repartir, je pense que STX pourrait être l'un des grands gagnants. À toi de faire tes propres recherches. On est dans des zones plutôt intéressantes pour commencer à investir. C'est maintenant qu'il faut vraiment se pencher sur les altcoins, sur les cryptos. Il ne va pas falloir être trop lent, car si le marché aussi reprend, on retrouvera peut-être pas ce genre de prix. Donc c'est la fin de cette revue de presse. En conclusion, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a toujours des actualités, toujours bullish autour de Bitcoin. On a Donald Trump qui s'intéresse fortement, c'est très encourageant. Maintenant, sur le sentiment, c'est dégueulasse. Personne s'y intéresse, personne ne s'intéresse vraiment à la crypto, donc ça c'est un point positif. Donc on a l'actualité qui est positive, on a les sentiments qui est positif, la macroéconomie qui est plutôt, je dirais pas qu'elle est négative, mais je pense que c'est assez incertain. Et c'est aussi le but du marché, c'est de créer de l'incertitude. Donc potentiellement, il va falloir faire attention sur le côté macroéconomique. Si on rentre en récession, il faudra dire adieu à ce bull run. Si on ne rentre pas en récession, eh bien, on pourrait avoir le bull run que tout le monde attend. En tout cas,
Il n'y a rien qui est sûr. Donc faites attention par rapport à ça. Protégez-vous au niveau des altcoins. On peut voir qu'il y a beaucoup de patterns qui se ressemblent. On peut voir qu'il y a beaucoup de scénarios intéressants qui pourraient arriver sur les altcoins. J'en ai présenté une vingtaine. Il y en a bien plus. Le but, c'est pas forcément d'avoir trop d'altcoins. Vous trouvez les bons, investir au bon moment. Quoi qu'il en soit, tu as pas mal de choses pour faire ton choix. C'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Si jamais tu as des critiques, je suis ouvert à en discuter toujours. Donc dis-moi clairement si je peux m'améliorer, ça sera avec plaisir. Je te remercie d'avoir visionné jusqu'à la fin. Pense à t'abonner, à lâcher un like, à l'aide au développement de la chaîne. Et moi je te dis à bientôt. Ciao ciao.